Non, là, ça va devenir plus compliqué. J'ai terminé mon mémoire de maîtrise en même temps que j'ai commencé à enseigner. Moi, j'ai commencé à enseigner l'an 1 des cégeps, en 67. Et alors là, il n'y a rien pour approfondir sa connaissance d'une discipline scientifique comme de l'enseignement. C'est comme si j'avais revu complètement ma formation. Et là, j'ai commencé aussi à regarder ce qui bougeait dans la société. Et là, du point de vue intellectuel, j'ai commencé à aller au-delà de la sociologie, à commencer à m'intéresser au social, dans le développement de la conscience, dans le développement de la connaissance, dans le développement de la démocratie, l'égalité, ces choses-là. C'était synchrone avec le climat politique d'ensemble qui se posait de façon de plus en plus aiguë, ce contexte-là. Jusqu'au point où, à un moment donné, j'ai voulu faire un doctorat. Puis à ce moment-là, j'ai décidé d'aller du côté de la psychosociale, parce que ce qui m'intéressait, c'était la rupture, l'invention, la création, l'innovation. Alors, je m'étais dit, je vais investiguer sur ces dimensions-là pour essayer de comprendre. Puis bon, finalement, j'ai été en France faire un doctorat pendant 3 ans là-dessus. Mais pendant ce temps-là, mon cheminement d'engagement politique se faisait de plus en plus pressant et organisé. C'était quoi justement les rapports entre votre engagement politique et vos recherches? Donc il y a votre origine. C'était plus clair quand j'étais encore en sociologie du travail. Quand je suis entré en sociologie, en psycho, pardon, je m'intéressais à la psychologie de ce qu'on va appeler la créativité. Ce qui a en gros été fondé en 1957, quand les Américains se sont rendus compte que les Russes, l'URSS, avaient satellisé un machin, Sputnik. Et là, ils ont pris conscience qu'ils étaient en retard. Ils sont devenus comme fous furieux. Là. Ils se sont mis à financer tout ce qui s'appelait recherche sur la création, la créativité, etc. Donc, au début, la littérature est américaine, presque essentiellement. Il y a quelques textes philosophiques qu'on doit à des Européens. Mais bon. Normalement, j'aurais dû aller aux États-Unis. Mais là où il fallait que j'aille, c'est Stanford. La scolarité à Stanford, à ce moment-là, c'était 75 000 $ par année. Moi, je viens d'un milieu pauvre. Le maximum des bourses que je pouvais avoir pour un doctorat, c'était 5 000 $ par année. Dans la 3e année, les premières années, c'était 4 500. Bon, on faisait notre affaire, on pouvait vivre, mais pas aux États-Unis. Je n'étais même pas capable de payer mes frais de scolarité. Donc, j'ai choisi la France, où là, l'accès à l'université était étatisé, était gratuit. Et j'avais mes frais de subsistance à assumer. Et en même temps, je suis tombé chez des gens qui étaient très organisés intellectuellement. Et non seulement ils étaient très organisés intellectuellement, mais les personnes qui m'ont accueilli dans leur laboratoire, c'était des progressistes. C'était des... allons-y carrément, c'était des communistes. Là, on est dans du post-68, on est encore en 70. On est en 70, on est post-68. Mais donc, il y avait encore l'émulsion, il y a encore l'effervescence de mai 68 qui venait de se passer. Oui, mais je dirais mal digéré par les communistes en poste. Parce qu'il faut penser qu'il y avait une gauche qu'on a appelée à l'époque extrême gauche, très maoïste, avec Cohn-Bendit et d'autres. Puis il y avait la gauche trotskiste. Les jeunesses communistes révolutionnaires, les JCR, qui va se transformer en d'autres choses plus tard, donc Krivine et d'autres. Et ça, c'était ça bougeait là, dans les universités françaises, pas mal. Et bon, bien sûr, il y avait l'impression de ça. Il faut toujours se souvenir du recours à l'armée, pas directement dans les rues,
mais de Gaulle. À un moment donné, De Gaulle disparaît. Il s'en va en Allemagne. Il s'assure que les forces militaires françaises qui occupent encore des parties d'Allemagne, parce que les Américains étaient là, les Anglais étaient là, les Français étaient là encore. Bon, après, ça va s'estomper un peu. Mais De Gaulle va là, il s'assure que les militaires français sont prêts à rentrer si nécessaire sur Paris et puis à faucher ce qu'ils appelaient, de leur point de vue, la chienlit protestataire. Donc, il y a eu une reprise en main des choses, mais quand même, non pas les séquelles, mais les thématiques abordées par mai 68 étaient vraiment très ostensibles. On parlait aux jeunes Français, aux jeunes Françaises. Quelquefois, ça frisait même une espèce de romantisme révolutionnaire. Il n'y avait pas encore la désillusion, il y avait encore l'espoir. Un petit peu plus tard. C'est ça. Ouais. Okay. Il va falloir qu'il y ait une déconstruction, puis un effritement. Il y a comme un vide aussi qui se fait à la gauche et à l'extrême gauche, comme une espèce d'épuisement de la réflexion critique. J'appellerais ça productive, c'est-à-dire continuer d'être capable d'approfondir les thématiques pour les conceptualiser davantage. C'était clair qu'à un moment donné, il y avait un épuisement de l'imaginaire. Donc c'est ça. Ça, c'est le contexte social, il y a le contexte universitaire. Il y a Bourdieu qui commence à être célèbre aussi, je pense, et qui va prendre l'importance. Et puis Touraine, qui travaille sur les mouvements sociaux, peut-être à cette période-là. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que Touraine a été, en gros, éjecté de la mouvance de gauche parce que ce cher monsieur a eu le culot d'aller mettre sur son tableau moi, Alain Touraine, etc. Je quitte, et puis il a snobé les gens qui étaient à gauche dans son. Pendant ce temps-là, ce qui est à gauche, puis ce qui est dans la rue, c'est du monde comme Bourdieu, je l'ai mentionné tantôt. Il y avait Foucault aussi, souvent. Si, mais je dirais qu'il n'est pas très marquant nécessairement à ce moment-là. C'est vraiment plutôt l'axe affirmé de gauche qui est présent. Gorz aussi, à cause de tous ses écrits sur la réforme. Il faut penser que quand la réforme dans la bouche de Gorz, c'est pas la réforme par compromis, etc. C'est quelque chose qui avance en direction d'une éventuelle révolution, et puis que les réformes qui sont engagées vont mener à cette transformation radicale. Mais effectivement, puis Gorz est proche des milieux ouvriers progressistes. Il faut penser par exemple à toute la CGT à cette époque-là, à la centrale, l'autre centrale qui est importante, CFDT. Et beaucoup d'autres. Althusser, ils sont là. Ça, c'est le contexte universitaire. Et vous, donc, dans tout ça, comment vous vous placez? C'est quoi votre recherche? Moi, mon sujet est la créativité. Donc, j'entre pas sur le sociopolitique, j'entre plutôt sur le plan épistémo, sociophilo, etc. Mais par ailleurs, il y a plusieurs façons d'entrer sur ces plans-là en tenant compte des grandes idées sociales qui traversent la société à ce moment-là. Le fait de vouloir travailler sur l'innovation, c'est pas l'innovation n'importe comment, c'est pas l'innovation pour faire plus de profit, c'est l'innovation pour inventer des choses qui vont servir l'humanité. C'est construire l'imaginaire qui va s'ouvrir vers le complexe et puis vers une capacité de décrypter le monde et être capable de trouver ce qu'on doit y changer. C'est ça qui m'intéressait dans la créativité. Ça va aboutir sur quoi Ça va aboutir à ma thèse de doctorat. Et puis, de retour au Québec, au lieu de continuer en psycho, j'ai même refusé un poste à l'UQTR qui m'était offert en psycho, parce que le type de psycho qu'il faisait, c'était une psychologie fonctionnaliste et ça ne m'intéressait aucunement. Ce qui m'intéressait, c'était une psychologie cognitiviste à la Jean Piaget. Et à des
des gens qui étaient dans cette mouvance-là, mais j'étais pas intéressé par la clinique. J'étais intéressé par la recherche en psycho sur les dimensions qui permettent de donner des explications ou sur la construction de l'intelligence à travers Piaget, sa thèse de doctorat d'État, et puis un certain nombre de ses ouvrages, particulièrement Logique et connaissances scientifiques, dans la Pléiade. Ça, c'est un ouvrage qui m'a marqué. Mais en fait, c'est de l'épistémologie, mur à mur. C'est raisonner sur, finalement, ce que je vois, moi, c'est le lien que je fais, peut-être vous allez me dire, le lien entre le fait, l'intelligence, la construction de l'intelligence, l'apprentissage, et cette histoire de conscience collective et de contexte social. C'est ça qui vous intéressait de rapprocher finalement. Absolument. Éventuellement, à 20 ans plus tard, ça va me conduire dans un numéro des cahiers de recherche sociologique. J'ai dirigé recherche sociologique pendant 6 ans, de 92 à 98. Et puis l'année où le Congrès mondial de sociologie s'est tenu à Montréal, en 98, on a sorti le numéro 30, qui était un regard sur la sociologie et la société en général. Et c'est là-dedans que j'ai fait l'espèce de texte auquel je référais tout à l'heure, qui s'appelait Et raison totalitaire du capitalisme et conscientivité, la conscientivité. Alors, le développement de l'intelligence et de la conscience nous conduit à penser que l'ère sociale doit être marquée par la conscience. Et puis, évidemment, je vais retrouver cette préoccupation pour la conscience chez Henri Lefebvre. On le retrouve à des degrés divers aussi chez Marx dans ses ouvrages philosophiques, particulièrement les manuscrits de 44. Comment ça se pose? Est-ce que vous pouvez l'expliciter plus? Je pense. J'arrive à voir à peu près, mais si vous pouviez donner plus de détails sur ça, comment, par exemple sur les manuscrits 44 ou sur Lefebvre, comment se pose cette question de la conscience et comment vous la réappropriez? Ben, on va voir tout à l'heure quand je vais citer quelques extraits de son livre que je considère comme étant un livre assez costaud. Ça s'appelle Logique formelle et logique dialectique. Dans la dernière partie, il débouche sur le dépassement, mais le dépassement de l'humanité dans les transformations qu'elle fait d'elle-même et du monde dans lequel elle est insérée. Elle ne peut y arriver qu'en développant sa conscience et en la dépassant. Ce qui nous amène implicitement, mais vous allez le voir, c'est directement exprimé chez Lefebvre, que la conscience se développe en se dépassant elle-même. Mais elle ne peut se dépasser qu'à travers un recours à la conscience. Elle ne peut pas se développer sur la base d'un hasard. Si y a un fait dû au hasard, dû à l'improbabilité qui la stimule, elle va devoir réinterpréter ce fait-là, le décomposer, recomposer, et donc le conceptualiser dans un avant plus complexe, plus organisé, qui pousse, en guillemets, la vérité plus loin encore. Donc, la conscientivité, je l'avais définie aussi comme étant la capacité, c'est la conscience claire, c'est la conscience qui s'éclaircit toujours, qui est toujours plus aiguë et se fait, c'est pas un pléonasme et c'est pas un jeu de mots non plus, mais qui se fait de conscience conscientisante. J'ai ma conscience aujourd'hui, je travaille, je cherche, j'analyse, je construis des idées et donc ce travail-là va amener ma conscience à un autre niveau. Bien sûr, à travers nos échanges, l'interaction sociale, c'est des consciences qui se parlent. Et en se parlant, éventuellement, on peut penser on doit penser. Ça doit être une exigence de l'humanité d'approfondir notre capacité de compréhension du monde, de la vie, de l'intellect. C'est à partir de cette conscience que vous postulez dans la continuité de Marx le fait qu'on est des acteurs de l'histoire. Absolument, absolument. Ça passe par la subjectivation
Parce que quand on fait ça, c'est un acte de subjectivation, c'est-à-dire on transforme l'objectivation et puis on va ajouter dans l'objectivation, mais fondamentalement, ce qui change ça, c'est la subjectivation, c'est la volonté du sujet, c'est un, sa conscience, que des choses doivent être faites, deux, sa volonté de le faire, son agir, sa praxis, et puis la fondation de quelque chose qui nous fait avancer. C'est l'idée du dépassement. On va y revenir. Je pose une question, sinon vous allez faire une pause. Non, ça on va continuer sur votre cheminement. Et, OK. Donc, on a dit tout à l'heure, commencement de la formation universitaire en 64, en sociologie du travail, sortie de cette maîtrise-là en 70 pour aller faire des études doctorales. Entre-temps, je commence mon enseignement. Pendant 3 ans, je vais enseigner au cégep. Et donc, je vais revoir. Après ça, je pars 3 ans, 70, 73. Je reviens au Québec. Je refuse un poste en psycho, mais je continue en sociologie et je reprends mon poste en sociologie au cégep des Limoilou, qui, soit dit en passant, avait le surnom de cégep rouge à l'époque. Vous voyez, j'étais quand même un peu conséquent. Et puis, et au fil de cette deuxième phase d'enseignement, évidemment, il y a l'agir politique qui est de plus en plus près, mais en même temps, il y a comme une espèce de fatigue. C'est pas péjoratif ce que je vais dire là, mais arrivé à un moment donné, on a fait comme le tour de la maison, là, au niveau où on est, puis commence à se faire sentir un besoin d'aller plus loin. Et puis là, je me mets à chercher les postes universitaires. Et j'avais aucune chance à l'Université Laval parce qu'on m'avait fait bien comprendre que j'avais été passablement trop turbulent pour qu'on pense à me faire joindre le corps professoral. Alors, j'ai donné des charges de cours un peu partout, à Trois-Rivières, etc., tout en gardant mon poste d'enseignant au cégep. Et puis finalement, j'ai fait rencontrer de plus en plus de gens à travers toute une série d'événements politiques, académiques, etc., avec du monde de sociologie de l'Université Laval, de l'UQAM. Et à un moment donné, il y en a qui vont me dire pourquoi tu ne présentes pas ta candidature. Puis c'est comme ça qu'en janvier 80, je suis rentré en sociologie à l'Université du Québec, à Montréal. Mais à ce moment-là, déjà, j'ai plusieurs recherches d'engagés sur le plan sociopolitique. J'ai déjà avancé pas mal sur ma réflexion sur la sociologie comme discipline scientifique, etc. Et puis très rapidement, il va se poser le problème de... Parce que là, l'exigence d'enseignement universitaire pose d'une façon beaucoup plus impérative. Excusez-moi. Non, ça va. Pose d'une façon beaucoup plus impérative l'engagement dans la recherche, mais là, vraiment la recherche organisée, pas la recherche personnelle, la recherche organisée, engager des étudiants, les envoyer sur le terrain, construire des méthodologies, etc. Puis là, je vais me lancer là-dedans avec passion. Et là, je vais engager plusieurs terrains subséquemment, puis à un moment donné, constituer une équipe qui va être, qui à un moment donné va être tellement volumineuse que je commençais à me prendre pour une PME. Avec différents terrains qui vont poser de façon différentielle, des objets, mais qui vont poser de façon différentielle le gros noyau qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire de penser en termes de discipline scientifique comme un tout. Et ça va venir petit à petit. Il y avait un service que moi j'avais trouvé à l'époque assez extraordinaire et qui caractérisait l'Université du Québec, c'est-à-dire les services à la collectivité. Alors, à titre d'exemple, quelqu'un vient en disant, nous, on a besoin d'avoir des données sur le travail des artistes. Donc, j'ai fait des terrains sur ce côté-là. Sur les mouvements sociaux des femmes, la question
y a-t-il encore de la discrimination sexuelle? Ça, c'était une de mes étudiantes qui est venue me poser ce problème-là. Et ma réaction, ça a été de dire, oui, mais pourquoi ça ne s'est pas présenté à demander à des profs féminins? Mais finalement, les femmes se sont désistées. Et le service d'aide à la collectivité, j'avais déjà des contacts de ce côté-là, j'avais travaillé sur différents types de choses. On finit par insister fortement, j'ai fini par décider de le faire, le terrain sur la discrimination sexuelle chez les femmes réalisatrices. Mais je trouve ça un peu paradoxal que ce soit un homme qui fasse ça. Mais je l'ai fait. Donc, il y a des problématiques qui arrivaient par ce biais-là, qui nous replaçaient toujours dans la mouvance sociale et les problèmes sociaux qui se posaient. Certains des profs qu'on était à l'UQAM étaient attentifs à ça. Par exemple, les journalistes pigistes dans leur revendication de reconnaissance syndicale. J'ai fait un terrain comme ça. À travers ça aussi, moi, je continuais mes travaux sur la socio-économie, sur la sociologie politique au sens de qu'est-ce que c'est l'État, qu'est-ce que c'est les partis politiques, etc. Et puis, lentement et progressivement. Et puis, quand, en 92, la personne qui dirigeait les cahiers, Céline Saint-Pierre, quitte, ça se bousculait pas au portillon. La revue n'allait pas très bien, on avait des dettes, on ne publiait pas régulièrement. J'ai décidé de la prendre en main. Et ça m'a amené à me rapprocher davantage de préoccupations sur la sociologie en général. L'autre affaire qui m'a rapproché de ça, c'est quand on a vu des rondes d'engagement, notre département était en croissance rapide. Et par exemple, en 82, on a fait 5 engagements coup sur coup. Mais ça nous amène, compte tenu qu'on voulait offrir un poste en sociologie politique, il faut se pencher sur le politique. Si on veut quelqu'un en méthodologie, il faut se pencher sur la méthodologie pour choisir nos prochains collègues. Finalement, on aboutit à une idée générale de la discipline. Et puis, à côté de ça, j'ai mes activités de directeur du comité de rédaction de la revue qui m'amènent constamment à lire du texte, lire des thématiques, intervenir sur les écrits, ce qui nous place dans l'obligation de se faire une tête de plus en plus précise de la façon dont on pense la sociologie. Puis jusqu'au moment donné où ce qui m'intéresse, c'est pas des petits terrains, aller interroger 50 personnes pour savoir comment tel type de phénomène m'intéresse. Non, à un moment donné, c'est poser les problèmes directement conceptuel. Et là, à ce moment-là, tu as le pied dans la théorie générale. Et une fois que c'est comme commencer à s'intoxiquer, une fois que tu as le bobo, c'est sans fin. Et alors là, les choses se bousculent. Et là, tu commences à produire des écrits qui n'ont rien à voir avec une écriture précise et directement connectée aux problèmes étudiés à l'aide d'une méthodologie, etc. Ce qui est absolument nécessaire qu'il soit fait. Mais là, c'est la sociologie en général. Je vais terminer la partie. C'était la première partie sur